relation fructueuse entre Hanoï et Vientiane est une illustration vivante de l'amitié traditionnelle spéciale entre le Vietnam et le Laos. Le taux de croissance de 4,24% au cours des 9 premiers mois de l'année est positif, mais les défis sont énormes pour le reste de l'année. Hanoï investira des centaines de milliards de dong pour rénover et moderniser 45 ports et jardins fleuris d'ici 2025. Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Le 8e plénum du comité central du Parti communiste vietnamien 13e exercice est entré aujourd'hui à son 3e jour de travail. Sous la houlette du président Vo Van Thuong, les délégués ont passé la matinée à examiner le bilan décennal de l'application de la résolution du 8e plénum du 11e exercice portant sur la stratégie de défense nationale dans la nouvelle conjoncture. Dans l'après-midi, ils ont discuté en groupe sur le bilan de l'application de la résolution numéro 15 du comité central du parti qui porte sur certaines politiques sociales pour la période 2012-2020. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu cet après-midi le maire de Vientiane, Atsaphan Phaphong Sivadon, en visite de travail à Hanoï. Pham Minh Chinh s'est félicité des résultats de la coopération entre Hanoï et Vientiane, une illustration vivante de l'amitié traditionnelle spéciale entre le Vietnam et le Laos. Pour les temps à venir, le Premier ministre a proposé que les deux capitales se coordonnent pour élaborer des plans visant à mettre en œuvre les accords entre les deux pays, y compris le projet de l'autoroute Hanoï-Vientiane. Pour sa part, le maire de Vientiane a annoncé que les deux villes signeraient les accords et mettraient en œuvre des programmes de coopération dans de nombreux domaines, tels que les infrastructures de transport, l'éducation, formation, l'investissement, le commerce, la culture, le tourisme, ainsi que les échanges populaires. Le PIB du Vietnam au cours des 9 derniers mois a augmenté de 4,24% par rapport à la même période de l'an dernier. Ce taux de croissance est qualifié positif. Cependant, les défis pour le reste de l'année restent importants car l'économie mondiale continue de fluctuer de manière imprévisible. Les perspectives de l'économie régionale et mondiale ne sont pas très brillantes. Tout cet état de lieu. L'indice des directeurs d'achat de SPI Global montre que les exportations vietnamiennes vers les États-Unis et l'Union européenne ont chuté respectivement de 20% et de 9%. La tendance à la baisse continuera d'avoir un impact sur l'industrie manufacturière et de transformation. La dynamique de croissance grâce aux exportations reste difficile, tandis que la reprise du secteur touristique et des services reste fragile. Alors que les pays sont confrontés à des difficultés, leurs habitants ont des revenus réduits. Ils ne peuvent plus voyager beaucoup. L'Organisation mondiale du commerce vient d'abaisser ses prévisions de croissance du commerce mondial cette année à seulement 1,7%. Il s'agit du niveau le plus bas depuis la crise financière mondiale de 2008, obligeant les pays à élaborer de nouveaux scénarios de croissance. Compte tenu de l'impact du marché mondial sur l'économie vietnamienne, il est nécessaire de proposer rapidement divers scénarios de croissance pour y apporter des solutions. Mais cela ne signifie pas qu'il faut abaisser l'objectif de croissance. En réalité, les pressions sur la croissance ont été anticipées dès le début de cette année. Le gouvernement et les localités ont pris des solutions appropriées. Par exemple, le décaissement des investissements publics a été accéléré. En 9 mois, plus de 50% du capital public ont été décaissés. Le gouvernement a créé 5 groupes de travail pour insister et résoudre rapidement les problèmes liés au décaissement des investissements publics. Nous n'avons jamais vu une telle ampleur et une telle rapidité en la matière. Dans le contexte de fluctuation mondiale, les impacts négatifs sont inévitables. Mais je crois en la résilience à long terme du Vietnam grâce à ses investissements dans les infrastructures.
Selon les estimations du ministère du Plan et de l'Investissement, la croissance au quatrième trimestre dépendra fortement de la reprise de la production industrielle, du rebondissement des exportations, de la croissance du tourisme et de la consommation intérieure d'ici la fin de l'année. En septembre, la bourse de Hanoï a organisé avec succès 18 séances de vente aux enchères d'obligations gouvernementales, d'un montant total de plus de 19 000 milliards de dong. Ces obligations sont émises par le Trésor d'État. Les taux d'intérêt à terme de 10, 15 et 30 ans sont restés stables au cours des 2 derniers mois. Malgré les fluctuations du marché boursier, le marché intérieur a enregistré près de 175 000 nouveaux comptes ouverts en septembre. Les taux d'intérêt des dépôts bancaires continuent de baisser en ce mois d'octobre. Plus précisément, les taux d'intérêt sur les dépôts dans certaines banques telles que VP Bank, ACB, Baka Bank ont été ajustés à la baisse de 0,15 à 0,3 points de pourcentage. Pour de nombreux termes, le taux d'intérêt le plus élevé chez les banques commerciales publiques n'est que de 5,5% par an. Celui dans les banques commerciales par action n'est que d'environ 6% par an, bien inférieur au niveau de mobilisation de la même période de l'année dernière. La délégation de la Commission européenne devrait se rendre au Vietnam au mois d'octobre pour évaluer les résultats de la mise en œuvre des recommandations sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée INN. Ces derniers temps, le Vietnam a déployé de grands efforts et obtenu de nombreux résultats dans la mise en œuvre des recommandations de la CE. L'une des solutions importantes consiste à équiper les navires de pêche de systèmes de surveillance. Reportage réalisé dans le district insulaire de Phu Quy, province de Binh Thuận, l'un des districts insulaires les plus éloignés du continent. À ce jour, tous les 1500 bateaux de pêche de Phu Quy ont été équipés d'équipements de surveillance de croisière. Toutes les informations sur les voyages de pêche apparaissent sur l'écran d'ordinateur. Grâce à cela, les gardes de frontières peuvent assurer la sécurité des pêcheurs en mer. Grâce à ce système, nous savons quel navire de pêche risque de violer la souveraineté étrangère. Par exemple, voyons ce bateau de pêche. Grâce aux coordonnées, nous avons contacté le propriétaire pour lui demander de revenir, afin de ne pas violer la souveraineté des eaux étrangères. De plus, chaque pêcheur est sensibilisé sur ses droits et ses responsabilités lorsqu'il opère dans les zones de pêche traditionnelles de l'archipel de Trường Sa et des plateformes DK1. Quand je pêche dans les eaux vietnamiennes, je n'ai pas peur. Chaque voyage en mer a un journal de pêche. La communication avec le continent est assurée 24 heures sur 24. Nous parlons régulièrement aux pêcheurs de faire respecter strictement les frontières maritimes. Nous suivons leur voyage de pêche en haute mer afin de leur guider et de les soutenir en cas de besoin. Depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, l'île de Phu Quy n'a enregistré aucun cas de violation des eaux étrangères. L'an dernier, ce district insulaire a connu une production de fruits de mer de 32 000 tonnes. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. La ville de Hanoï investira des centaines de milliards de dong dans la modernisation et la rénovation de ses parcs. Toutes les clôtures du parc Thom Nhất à Hanoï seront supprimées. Les parcs Bạch Thảo et Thủ Lệ seront intégralement rénovés et ouverts aux résidents, leur offrant ainsi un accès illimité aux équipements publics. Tout de suite, les détails. Fin 2022, environ 400 mètres de clôture ont été retirés du parc Thom Nhất.
le parc a officiellement supprimé les frais d'entrée. En conséquence, cet espace vert de 50 hectares s'est transformé en un site public où les habitants peuvent faire de l'exercice. Grâce à cela, son nombre de visiteurs a augmenté d'environ 30%. Les personnes vivant à proximité de ce parc n'ont plus besoin de parcourir de longues distances pour venir ici. Je pense que plus de jeunes viendront dans ce parc après avoir enlevé toutes les clôtures, car il est désormais plus facile d'y accéder. Il est plus confortable car il n'est plus confiné comme dans une cage. De plus, les gens n'ont pas à payer de billets d'entrée. Cela attirera beaucoup de gens des environs à venir ici. Toutes les clôtures du parc Thống Nhất seront supprimées dans un avenir proche pour créer un espace ouvert pour la ville. De plus, des caméras sont installées pour surveiller la sécurité et l'ordre. Il est nécessaire de renforcer la sécurité et de sensibiliser la population à la protection des installations du parc. Outre le parc Thống Nhất, le conseil populaire municipal a également convenu de la politique de rénovation des parcs Bạch Thảo et Thủ Lệ, avec un budget total de près de 480 milliards de dong. Le parc Bạch Thảo est situé dans le quartier de Ngọc Hà, district de Ba Đinh, qui est un centre politique. Par conséquent, toutes les clôtures du parc seront conservées pour garantir la sécurité et l'ordre. Quant au parc Thủ Lệ, la zone du zoo sera toujours clôturée et les billets d'entrée seront vendus, tandis que la clôture restante sera supprimée pour créer un espace ouvert. La rénovation de ces trois parcs devrait être achevée d'ici 2025. Hanoï prévoit également de rénover et de moderniser 45 des 63 parcs et jardins fleuris existants d'ici 2025. Au cours des 3 premiers trimestres de l'année, le Vietnam a accueilli près de 9 millions de visiteurs internationaux, dépassant largement l'objectif annuel. Grâce à l'ouverture rapide du tourisme international et aux politiques proactives et flexibles du gouvernement, l'industrie sans fumée s'est rapidement rétablie et a accéléré son développement. Tout de suite, état de lieu dans le reportage suivant. Les visiteurs coréens représentent près de la moitié des visiteurs internationaux à Da Nang, avec environ 2,57 millions de visiteurs. Le Vietnam est l'une des 3 destinations les plus populaires des touristes coréens en Asie. Hanoï et Ho Chi Minh Ville conviennent aux hommes d'affaires et aux joueurs de golf. Des produits appropriés contribueront à augmenter la durée du séjour des Coréens au Vietnam. L'attractivité du tourisme vietnamien a fortement augmenté depuis que la politique d'assouplissement des visas a été appliquée à partir de la mi-août. Les longues vacances en provenance des marchés américains et européens ont augmenté de 33%. Avec près de 9 millions de visiteurs internationaux en 9 mois, l'industrie touristique a dépassé de 12% l'objectif fixé pour l'ensemble de l'année. Les revenus totaux du tourisme ont atteint 536 000 milliards de dong. Lorsque le gouvernement décide d'ouvrir le tourisme international, cela nécessite une responsabilité accrue de l'industrie touristique. Nous devons nous concentrer sur l'amélioration des ressources humaines et de la qualité des produits. Selon les experts, la politique ouverte des visas montrera ses effets l'année prochaine. Pour suivre le rythme de la croissance, l'industrie du tourisme doit résoudre le problème de la compensation du manque de personnel. Actuellement, plus de 22% des agences touristiques manquent de personnel. Plus de 52% des entreprises rencontrent des difficultés à recruter du personnel qualifié. Nous devons intensifier la formation de la main-d'œuvre touristique. Nous devons promouvoir de nouveaux produits et services et des politiques promotionnelles auprès des touristes internationaux pour les attirer au Vietnam. Les 3 derniers mois de l'année seront la haute saison pour attirer les visiteurs étrangers. L'objectif ajusté de 8 millions à 13 millions de visiteurs internationaux est donc positif. Pour ce faire, l'industrie du tourisme du Vietnam améliorera sa qualité des services afin d'augmenter la durée des séjours et les dépenses des marchés potentiels. Le tourisme nocturne a commencé à se développer au Vietnam. Cependant, beaucoup de choses doivent être améliorées pour créer une économie nocturne vraiment rentable, contribuant à l'attraction de touristes internationaux.
comme l'a fait la Thaïlande. Dans le reportage suivant, découvrons les défis qui doivent être surmontés pour que l'économie nocturne du Vietnam puisse véritablement prospérer. La langue est pour nous le plus grand obstacle. C'est assez gênant que certains magasins ferment à 21 heures. Telles sont quelques opinions des touristes étrangers au Vietnam. Quant à Kim Sun-moon, un Sud-Coréen qui vit et travaille à Hanoï depuis plus de 3 ans, la plupart de ses expériences en matière de voyage nocturne ne sont pas toujours positives. Il est très difficile de prendre un moyen de transport dans le vieux quartier de Hanoï. S'il y a des panneaux indiquant où prendre un taxi, ce serait plus pratique pour les touristes. La commodité des déplacements pour les touristes est l'une des principales priorités. En plus de fournir des transports publics efficaces et sûrs, l'organisation des marchés nocturnes est également l'un des secrets du succès de l'économie nocturne thaïlandaise. Le plus important est que le marché nocturne ait ses propres caractéristiques. Par exemple, en Thaïlande, chacun de nos marchés nocturnes est réputé pour ne vendre qu'un seul article ou plat. Aujourd'hui, je constate que de nombreux restaurants vietnamiens ont reçu des étoiles Michelin et que le Vietnam peut en profiter. Pour développer l'économie nocturne, la Thaïlande a su tirer le meilleur parti des ressources humaines disponibles. Les résidents peuvent également devenir bénévoles, fournissant des informations et des soutiens aux visiteurs. Les touristes étrangers ont tendance à préférer les renseignements fournis par les habitants aux infos officielles du gouvernement. Nous disposons également d'une force de bénévoles pour veiller la sécurité des visiteurs. Beaucoup de restaurants et services touristiques au Vietnam ferment tôt la nuit. Cela porte à atteindre à l'avantage concurrentiel du tourisme vietnamien. En Thaïlande, l'extension des horaires d'ouverture des magasins la nuit a fait augmenter de 25% les dépenses quotidiennes par les voyageurs. Pour étendre les horaires de fonctionnement des services, nous pouvons développer davantage de visites nocturnes de la ville ou de musées. Le Vietnam est comme un joyau caché, avec de nombreuses activités que les visiteurs peuvent explorer. Faire du camping de nuit en périphérie de la ville est également une bonne idée. Outre les discothèques et les marchés alimentaires, la Thaïlande a également déployé des efforts ces dernières années pour développer de nouvelles activités nocturnes. Ces efforts ont apporté à ce pays une économie nocturne d'une valeur d'environ 5,5 milliards de dollars. Les lanternes en forme de carpe, de crabe, de paon, de fleurs de lotus colorées ou docteurs en papier. Les jouets traditionnels de la fête de la mi-automne étaient autrefois fabriqués à la main selon la méthode artisanale qui remonte à plus d'un siècle. Passionné par la beauté de la culture ancienne, un groupe de jeunes artisans de l'atelier Khởi Đăng Tác Khí a passé plus de 5 ans à reproduire ces jouets traditionnels dans leur forme et taille originale. Nous les rencontrons tout de suite pour en savoir plus sur leur création sophistiquée. Amoureuse des jouets traditionnels de la mi-automne depuis son enfance, l'idée de préserver l'artisanat traditionnel est venue naturellement à Nguyễn Thị Kim Thuy, au moment où elle a aperçu une vieille photo du début du XXe siècle à Hanoï. Après 5 années de recherche et 1 an d'essai, Thuy et son atelier d'artisanat Khởi Đăng Tác Khí ont finalement pu recréer des jouets traditionnels de la mi-automne dans leur taille originale. Pour restaurer des lanternes qui existaient il y a plusieurs siècles, Thuy a dû expérimenter divers matériaux pour créer les cadres de la manière la plus précise et trouver une alternative au papier de toiture apparemment perdu depuis longtemps. Cette année, lors de la fête de la mi-automne, l'atelier de Thuy a lancé 4 modèles de lanternes traditionnelles, dont une paire de lanternes Võng Nguyệt, une lanterne à carpe bondissante, une lanterne en crabe et un érudit en papier. Bonjour Thuy, merci d'avoir accordé de votre temps pour notre programme aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invité. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour recréer les jouets traditionnels de la fête de la mi-automne?
Il y a environ 5 ans, lorsque j'ai vu pour la première fois des photos de vieilles lanternes de la mi-automne à Hanoï, j'ai réalisé qu'elles étaient très différentes des lanternes actuelles. Les designs sont sophistiqués et d'une grande finesse. J'ai commencé à me demander pourquoi ces caractéristiques uniques et distinctes n'étaient pas transmises alors que les festivals représentent le plus clairement l'identité nationale. C'est avec cette pensée à l'esprit que j'ai mené des essais et connu de nombreux échecs. Petit à petit, j'ai fondé un atelier de lanternes. Avez-vous rencontré les difficultés dans le processus de récréation des lanternes traditionnelles? J'ai passé les 6 premiers mois à rechercher des modèles de lanternes. Cela a pris du temps, car la plupart des références que j'avais étaient des images. Il est difficile d'imaginer une conception 3D à partir des images. Mes premiers dessins étaient bruts, il leur manquait la finesse des originaux. Ensuite, je ne pouvais pas décider quel matériau utiliser. J'ai pensé utiliser des noyaux en rotin, mais ils étaient trop mous. Le bambou est le matériau le plus populaire pour fabriquer des lanternes, mais il était trop dur et cassant. Il m'a fallu du temps pour découvrir les fils tirés. Le fil étiré peut être facilement plié avec la chaleur pour créer des cadres de lanternes lisses. Mais cela ne s'arrête pas là. J'ai également dû trouver un moyen de recouvrir les surfaces courbes avec du papier cellophane, car le matériau est intrinsèquement droit, puis comment recouvrir le cadre de la manière la plus compacte et la plus pratique à transporter. Ce qui m'a marqué, c'est l'accompagnement des jeunes dans la réalisation des tâches manuelles qui sont les plus exigeantes, car la charge de travail est écrasante. En plus des éléments traditionnels, avez-vous ajouté des fonctionnalités créatives à vos produits? La nouveauté de ces lanternes réside dans la manière dont différentes pièces peuvent être réassemblées. Cela facilite le transport. Par exemple, les frais de transport d'une lanterne en forme de crabe de 80 cm de large seraient très coûteux. Il faut donc trouver un moyen de démonter la lanterne et de réorganiser les accessoires. C'est l'une de nos innovations et nous espérons rationaliser davantage la conception. Recréer les jouets à travers des dessins anciens n'est pas une tâche facile, surtout lorsqu'il n'existe pas de documents détaillés ou de preuves matérielles servant de référence. Trouver les procédures originales et les matériaux exacts après des siècles de perturbations culturelles est extrêmement difficile. Cependant, l'amour et la passion sans limite pour les traditions donnent à des jeunes comme lui force et motivation. Cela les incite à préserver l'artisanat traditionnel et le transmettre aux générations futures. Une telle beauté culturelle fera partie de la brillante identité vietnamienne dans le cœur des générations à venir. Quel message espérez-vous transmettre aux acheteurs de ces produits traditionnels, notamment aux jeunes? Il existe une idée fausse dans la société actuelle selon laquelle les articles vietnamiens faits à la main ou traditionnels ne sont pas raffinés. Cependant, les images que j'ai vues prouvent clairement que les objets artisanaux vietnamiens sont très délicats, sophistiqués et nécessitent un travail de qualité. J'espère donc que les lanternes méticuleusement fabriquées dans mon atelier aideront les gens à réaliser les nombreuses choses dont nous pouvons être fiers de nos traditions. Pouvez-vous révéler certains de vos projets pour l'avenir? Dans un futur proche, notre atelier lancera des produits plus traditionnels comme les lanternes en forme de papillon, de grive ou de sauterelle. Je suis sûre que la conception des jouets en forme de sauterelle est encore nouvelle pour beaucoup, mais j'espère qu'à travers ces produits, ils seront surpris par la culture vietnamienne et se rendront compte qu'il y a encore beaucoup à découvrir. J'espère également pouvoir livrer ces produits dans davantage d'endroits et diffuser la beauté culturelle. Merci d'avoir pris le temps de rejoindre notre programme. Merci beaucoup de m'avoir invité. Découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam.
C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à très bientôt.